Et salut tout le monde, bienvenue dans Fighters, le podcast d'un amateur de sport de combat pour les amateurs de sport de combat. À la carte d'aujourd'hui, une carte très riche puisqu'on va parler de l'UFC Perth qui a eu lieu en Australie, on va parler de l'Hexagone MMA qui a eu lieu à Toulouse, du PFL Nantes et également du combat de Nabil Hanan au One Friday Night. Alors les amis, gros week-end, on a eu beaucoup de MMA, je vous l'ai dit, l'UFC, l'Hexagone, le PFL. On a eu également une grosse soirée en kickboxing où on parlera du combat de Nabil Hanan. On va faire dans l'ordre, d'abord l'UFC, puis le PFL, puis l'Hexagone, puis le combat de Nabil. Alors tout d'abord pour l'UFC Perth, alors c'était pas une carte qui était vraiment très hypante, je vais pas vous le cacher. Par contre, on a eu quand même pas mal de KO au premier round, pas mal de beaux combats. Les amis, si le podcast Fighters vous plaît, n'hésitez pas à liker, à mettre un petit 5 étoiles sur Spotify, ça fait toujours plaisir de partager le podcast à vos amis, à vos familles qui aiment les sports de combat. On essaie de faire grandir le podcast petit à petit, ça fait déjà quelques épisodes qu'on a enregistrés, donc n'hésitez pas, ça me fait plaisir et ça me motive de continuer ce podcast et de réfléchir à des choses un peu plus grandes. Donc n'hésitez pas les amis, ça fait toujours plaisir. Alors les amis, on va commencer par le main event qui opposait Dominic Reyes contre Carlos Hulberg. Alors c'était un combat qui était assez intéressant puisque Dominic Reyes, il était un peu sur une relance, il avait perdu pas mal de combats, il était un peu en train de se relancer. Hulberg c'était la même chose, donc c'était assez intéressant de voir cette opposition. Finalement il n'y a pas eu de match, je ne vais pas vous le cacher, Dominic Reyes il a eu du mal à rentrer dans ce combat et Hulberg, lui il était là, donc c'était un finish premier round. Franchement le KO, je pense que vous pouvez le voir sur YouTube, vraiment magnifique. Un 1-2, Dominic Reyes il s'empale sur le jab, puis après le bras arrière vient connecter de la part de Hulberg, il tombe et puis après forcément il était déjà out, il y a un peu un grain de pente mais franchement, il n'y avait pas grand-chose à dire. Hulberg, il a été là de la première minute à la dernière. Il a fini ce combat à la première minute et il a eu vraiment un excellent cadrage. Il a empêché Dominic Reyes d'avancer. Donc, il était plus réactif, beaucoup plus de feintes, de menaces. Il touchait beaucoup plus et ça l'a conduit jusqu'à ce finish. Donc franchement, beau combat, beau combat. C'est intéressant pour la suite de Hulberg dans cette catégorie des light heavyweight. Je vous rappelle que le prochain combat du titre, c'est la revanche de Alex Pereira contre Ankalaev qui se déroule, je crois, ce mois-ci. Donc on peut peut-être imaginer Carlos Hulberg qui prend le perdant de un des deux. Je vous rappelle également que c'est la catégorie des Oumar Sy. Donc Oumar Sy qui n'est pas dans le top 15 mais qui est aux portes du top 15. Peut-être qu'il serait amené à prendre un adversaire dans le top 15. Donc Dominic Reyes il était 7ème donc c'est peut-être un peu trop tôt. Mais on peut se diriger vers un Dominic Reyes dans quelques combats à venir. Donc ça peut être intéressant pour la part de Oumar Sy. Ensuite, on a encore eu un finish au premier round. C'était le combat de Krut contre Erslan. Alors pareil, franchement, combat plutôt intéressant. On avait vu Erslan, qui est un peu une brute épaisse avec des points vraiment très lourds. Et Krut, il a été intelligent. Il a goûté un peu au point de Erslan. Il n'est pas resté debout. Dès qu'il a pu effectuer un takedown, il a takedown Erslan. Puis après, au sol, il était quand même bien meilleur. Alors là, il a fait une soumission que je n'avais encore jamais vue. Alors normalement, vous voyez un étranglement arrière, vous êtes dans le dos de l'adversaire et vous essayez de l'étrangler tout simplement. Et bien là, imaginez que Erslan était donc torse au sol, il était donc couché avec les coudes en avant et en fait Krut pardon était au-dessus donc du Erslan, il était sur son dos debout et il a pris avec ses poignets le cou. Et en fait, il lui a arraché la tête, littéralement. Donc après, il a tapé un Erslan, puisqu'il a dû avoir une pression vraiment très grosse. Donc pas grand-chose à dire, pareil, finish premier round. Là, on avait un bon exemple de fight IQ, et puis aussi d'instinct de survie. Quand vous avez un mec qui tape très fort en MMA, ça sert à rien de vouloir taper avec lui, les gars. Vous avez une autre dimension qui s'appelle le sol. En plus, il s'est avéré que Krut était meilleur également au sol que son adversaire. Donc il a fait un choix stratégique, et c'est ça qui l'a amené à cet étranglement à la fin, enfin cet arrachage de tête, parce que j'ai pas le nom technique, à la fin du premier round. Ensuite, on a eu le combat de Nolan versus Campbell. Alors, j'ai pas fait tous les combats de la carte, mais j'ai fait les combats qui étaient un peu les plus intéressants. Donc, encore un finish premier round. Pareil, je vais pas m'attarder de plus, puisqu'on a vraiment des très bons combats à venir à en parler lors de ce podcast. Donc, en fait, Nolan versus Campbell, j'ai noté qu'il y avait un bon striking des deux. Mais par contre, on avait encore un adversaire qui était meilleur au sol. Là, c'était Nolan. Et donc, bien évidemment, Nolan, il a réussi à emmener Campbell au sol. Et il a fini avec un étranglement arrière. Pas grand chose à dire quand on a des finishes au premier round. Généralement, c'est une question de dynamique. Donc, de toute façon, on va en reparler des finishes au premier round, puisque au PFA, on a eu beaucoup de ça également.
Donc pour l'UFC Perth, on va pas trop s'attarder non plus, hein, parce que voilà, c'était des beaux combats, mais c'était pas des combats qui étaient hypants. Par contre, après, j'ai bien envie de parler du PFL, faire une petite partie, aparté pardon, sur le PFL qui s'est déroulé à Nantes ce vendredi dernier. J'y étais, j'avais pris mes places parce que c'était une carte qui m'intéressait. Petit coup de gueule, parce que personnellement, enfin coup de gueule. En fait, ce qui était un peu chiant avec ce PFL de Nantes, c'est que la carte a commencé très tôt, aux alentours de 18 h. Personnellement, c'était sûrement écrit sur les billets, hein, j'ai pas fait attention. Mais bon, moi j'ai fini les cours à 17 h 30, le temps de prendre le train parce que je suis à 1 h 30 de Nantes. Voilà, je suis arrivé à 20 h. Finalement, j'ai pu voir que les 3 derniers combats. Mais donc ça, c'était un peu chiant. Après, je me doute que c'est pour caler au niveau des horaires américaines. En tout cas, là, je voulais faire une petite aparté sur les KO premier round. Généralement, les amis, lorsque vous voyez des KO premier round, c'est généralement des mismatchs ou une masterclass. Tout simplement, à l'UFC, par contre, là, on a eu des KO premier round. L'Hexagone, c'était quasiment le cas aussi. Quand vous avez des KO premier round comme à l'UFC, les combats que je vous ai parlé là, généralement c'est une masterclass de l'adversaire. C'est-à-dire qu'en face il avait un mec solide, mais il a réussi à trouver la solution qui a fait qu'il l'a battu au premier round. On est d'accord. Au PFL, c'est ce qu'on appelle des 10 matchs, ce qu'il y a eu vendredi. Alors, c'est explicable de manière très simple, puisqu'il y a eu 4 changements d'adversaire, 4 combats annulés, reportés, nanana. Par exemple, c'était le cas de Baris Adiguzel qui devait affronter Oliveira. Finalement, il a affronté un Lopez, donc un Français. C'était un mismatch. Adiguzel était à des années-lumière de Lopez. Ce qui s'est passé, c'est que le combat a duré 36 secondes. Lopez n'a rien eu le temps de faire. Il a essayé de plonger dans ses jambes à répétition. Il a tellement essayé de plonger que Baris, il avait juste à reculer. Il y avait 14 mètres d'écart, donc le hypercute passé, c'est comme ça qu'il a fini. Donc là, il n'y avait pas de combat en fait. Il n'y avait pas de combat, donc ça, c'était le premier mismatch. Ensuite, il y a eu le deuxième mismatch avec Boris Atangana qui a affronté pareil un Brésilien. Pareil, le Brésilien il a réussi à tenir un peu plus longtemps que son homonyme français quelques combats avant. Mais c'est pareil, il a fait les 4 tours de la cage et en fait, les adversaires ne proposaient rien, c'était juste de la chair à pâté. En soi, c'est pas si dérangeant puisque moi je préfère avoir ce genre de combat plutôt qu'un combat reporté ou annulé parce que ça fait toujours ça de prix. Mais c'est vrai que c'est pas très. C'est vraiment juste un abattoir quoi. Là, PFL Nantes, c'était clairement ça, hein. Les 4 derniers combats, c'était trois finishes première ronde et puis après c'était Aminayu contre le Brésilien qui était un peu plus corasse que je ne le pensais. Mais du coup, voilà, c'est sûr que moi, je suis pas très fan de ces combats abattoirs. Mais bon, il en faut également. Et puis là, c'était surtout, c'était pas les combats qui étaient prévus de base, hein. Baris devait affronter un adversaire vraiment solide. Amin Ayoub devait affronter un Belge. De base, le main event, c'était Kevin Jousset, Abdul Abdouragimov. C'était vraiment pas du tout la carte de base. Donc c'est pour ça on excuse le PFL par rapport à ça. Sinon, hein, c'était un spectacle vraiment fou. Les personnes à Nantes, donc la foule, le public était vraiment exceptionnel. On a eu une Marseillaise pour le combat de Amin Ayoub, hein. J'étais fier de la chanter également. C'était vraiment une super soirée, même si j'ai pu voir que 3 combats. Donc du coup j'ai pu voir le combat de Baris, de Boris et de Amin. Donc Amin, belle performance. Le Brésilien en face était vraiment solide. Après, voilà, Amine, moi j'attends de le voir face à des vrais adversaires parce que quand il fait des vrais combats, notamment contre Michael Lebou, là moi j'adore ce Amine-là. Après, les Amine face à des Brésiliens, comme on avait vu le dernier combat face à un autre Brésilien à l'Hexagone, c'était à Nantes. Je suis un peu moins friand de ce genre de combat. Mais c'était quand même intéressant, c'était une belle petite soirée, en tout cas des gros finishes, hein. Donc pour tout ce qui est spectacle, ça, il n'y a rien à dire, hein. Vous pouvez regarder sur YouTube la compilation des KO que le PFL a mis, c'était vraiment exceptionnel. Après, ensuite, on a eu un excellent hexagone également. L'hexagone à Toulouse. Donc franchement, ouais, vraiment très 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 belle carte. Je vais commencer avec le combat de Prigent contre Junior. Et là, ça va vraiment illustrer ce que j'ai envie de vous dire par rapport au contrôle au sol dont je vous ai parlé dans des précédents épisodes. Là, Prigent, donc c'était un Français qui est très très solide au sol. Et Junior, c'était un Brésilien qui avait un striking assez efficace, avec beaucoup de débit, pas mal de variations. Donc dès que le combat il commence, forcément c'est à l'avantage de Junior puisqu'il est plus à l'aise au niveau du striking. Mais Prigent, il arrive à faire un bon takedown et il a un sol qui est très actif. Ça, je vous l'ai déjà dit au cours des derniers épisodes. Pardon. Moi, j'aime le sol quand il est actif, quand ce n'est pas juste des positions pour prendre le contrôle et nanani nanana. Là, Prigent, il a un sol où il essaye à chaque fois de trouver les meilleures positions, il effectue des transitions, il fait des menaces de soumission, il frappe dès qu'il peut frapper, et du coup, c'est très agréable à voir. Donc, ce premier round était vraiment très intéressant.
Deuxième round, franchement, là, le Brésilien nous a tous surpris puisqu'il a fait une très très grosse menace de clé de jambe et une clé de genou et de talon envers Prigent. Cette menace, elle a minimum au moins duré 1 minute 30, je pense. Et là, on a vu Prigent qui était vraiment très très concentré afin de défendre cette prise. Et finalement, il a réussi. Et encore une fois, Prigent, très belle initiative. Forcément, il a passé 1 minute 30 à essayer de défendre une tentative de soumission. Il faut qu'il revienne fort. Ce qu'il fait avec une très belle défense donc de cette clé et un gros ground and pound pour finir cette deuxième reprise. Et donc forcément, il finit ce ground and pound avec un finish. En fait, il sort de cette clé, il prend la position dominante, supérieure, et il inflige un grand end pound. Je pense que son adversaire avait mis beaucoup d'énergie lors de ses tentatives de soumission. Et donc Prigent il revient et franchement c'était vraiment très agréable à voir. Très beau combat de Prigent. Ensuite on avait le combat de Ndiaye versus Gassama, donc Bafodé Gassama. Pas grand chose à dire, un finish premier round. Grosse force de la part de Gassama. En fait il arrive à prendre le grand end pound. Il met un grand end pound vraiment très méchant. En fait il me semble c'est Ndiaye qui tente un takedown. Il n'arrive pas à emmener Gassama. Gassama commence à mettre des coups de coude au niveau du crâne. Vous savez, en fait, Ndiaye était dans les jambes en essayant de faire un double leg. Et Gassama était au-dessus, donc collé à la cage. Et en fait, il arrive à mettre des coups de coude vers l'arrière, enfin, vers l'avant, vers l'arrière du crâne. Et donc, Ndiaye tombe. Et puis après, un grand end pound survient de la part de Gassama. Grand end pound vraiment très brutal, très violent. Et donc, il remporte ce combat. Vraiment, chapeau, monsieur Gassama. Ensuite, on a également un combat qui était exceptionnel. Mais vraiment, le combat de Owen Jason versus Cordero. Alors, Owen Jason, j'aime beaucoup ce combattant. J'aime beaucoup son style de combat, très aérien, très varié. Il est grand pour la catégorie également. Il me semble qu'il combat en 66 ou en 70, j'ai pas envie de dire de bêtises. En tout cas, Cordero, c'était un Brésilien, mais voilà, il y a deux types de Brésiliens. Les Brésiliens qui sont envoyés à l'abattoir, et il y a des Brésiliens qui ont quand même un peu cette résilience. Cordero, c'était pas le plus technique, mais par contre, moi je suis choqué qu'il ait tenu les 3 rounds face à Owen Jason, puisque le premier round, il prend très très cher Cordero, puisque Jason est vraiment bien plus grand que Cordero, il doit avoir au moins 10 cm de différence de taille. Et donc Cordero, c'était un gaucher, il était assez dangereux puisqu'il essayait à chaque fois de plaquer de coller, d'utiliser son bras avant en overhand, vous savez, donc vers le dessus de l'adversaire puisqu'il est plus grand. Quand vous avez un adversaire plus grand et plus petit, le plus grand doit généralement travailler en ligne, hein, donc bras avant, bras arrière, uppercut en ligne, tandis que le plus petit doit essayer de travailler en overhand, en crochet avec des mouvements de buste pour essayer un peu d'aller chercher le menton qui est en haut. Donc c'était ce qu'essayait de faire Cordero. Et c'était également ce que faisait Jason avec des coups vraiment en 1-2 en ligne, très très rapide, belle variété de coups de Jason. Et c'est sur le deuxième round qu'il montre vraiment toute son étendue, toute cette palette de coups avec des coups de genoux sautés en alternance. Et une fois qu'il revient sur le sol, il finit avec un coup de coude de haut en bas quoi. Donc franchement il commence à marquer Cordero de haut en bas, des grosses coupures sur le visage, un striking vraiment très efficient, très varié, des 1-2 très rapides, je vous l'ai dit, des gros coups de coude. Donc en fin de combinaison il finit avec un coup de coude vers le haut, vers le bas, coup de coude circulaire, des genoux sautés, vraiment une très très belle précision. Cordero, il ne flanche pas, même pas un knockdown il me semble. Donc franchement, chapeau à lui, très très belle résilience. Et forcément sur le troisième round, on a un peu une baisse de régime de Owen puisqu'il a vraiment beaucoup donné sur le deuxième round. Malgré cette baisse de régime, pour moi, il prend quand même le troisième round. Mais du coup, c'est vrai que Cordero était un peu plus sur le pressing. Mais malheureusement, heureusement pour Owen, il arrive tout le temps à garder ses déplacements, à bien toucher avec ses jabs, etc. Franchement, c'était un super combat de la part de Jason. Très très belle variété de coups. Très beau déplacement face à un adversaire qui essayait en fait d'avancer tout le temps sur lui, mais il avait un beau jab qui empêchait tout le temps. Franchement, c'était très 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 beau. Ensuite, on avait le combat de Chaumont contre Camara. Donc c'était une défense de ceinture de la part de Chaumont. Pas grand chose à dire. Premier round finish de la part de Chaumont. Un gros knockdown de la part de Chaumont quasiment au début du combat avec un crochet avant qui touche et le crochet arrière qui fait tomber. Puis ensuite, il prend un étranglement arrière. Donc Chaumont met un étranglement arrière à Camara. Pas grand chose à dire, c'était une masterclass. On se dirige sûrement vers un combat pour la ceinture de la part de Wally Tandia contre Chaumont.
J'ai bien envie de voir ce que ça va donner, parce que pour moi, Wayne Tardia, c'est quand même très très fort. Et Chaumont, c'est pas dégueu. Après, sur ce combat, on peut pas il n'y a pas grand chose à dire, hein. C'est comme je vous l'ai dit, le finish au premier round, c'est pas là où on peut vraiment mesurer l'étendue de l'adversaire, du combattant. Mais c'est vrai que c'est un combat qui est vraiment très très hypant. On a fait le tour de l'UFC Perth, on a fait le tour de l'Hexagone MMA, on a fait le tour du PFL. Je suis pas allé très en profondeur sur le PFL puisque comme je vous l'ai dit, moi j'ai pas d'Azone donc je n'ai pas regardé le PFL. J'ai pu vraiment parler que des 3 combats que j'ai vus en salle. Enfin, j'ai pas parlé non plus très rapidement, mais voilà, Barry Sadikizet c'était un finish au premier round au bout de 36 secondes. Il n'y a pas grand chose à dire à part le fait que j'ai envie de revoir Barry bien sûr au PFL Lyon qui a été annoncé avec le combat pour les titres de Ferreira, il me semble, vous savez, celui-là qui a combattu pour la ceinture face à Francis Ngannou. Combat qui, voilà, c'est un combat de poids lourd. Après, forcément, même si Ferreira gagne, bah, on aura toujours en tête cette défaite face à Ngannou. Donc, voilà, Francis Ngannou, il est dans le classement, sans être dans le classement. Enfin, je suis un peu confus par rapport à ça. Mais après, PFL Lyon, on a également le combat, le Common Event, qui est Chris Cyborg qui va combattre. Je ne sais pas si c'est dans cet ordre-là. En tout cas, c'est les 2 combats qui a été annoncé. Patrick Abirora, pardon, qui va peut-être combattre à Lyon. Il y a Doumbé qui est également dit qu'il va peut-être faire une annonce pour décembre. En tout cas, PFL Lyon, plutôt pas mal. Boris Atangana qui a mis un énorme KO face à son adversaire. Franchement, nous en salle, on était comme des fous parce que, bon, on le voyait venir, hein, bien sûr, on savait que ça allait se terminer. Mais c'est vrai que le KO est vraiment très très méchant. Et Amin Ayoub, pareil, beau combat. Son adversaire était plus coriace que je ne le pensais. Mais voilà, pas besoin d'aller trop dans les détails, hein. Je vous laisse regarder les combats si vous le souhaitez sur YouTube, hein. Il y a les petits résumés. Pour finir, j'aimerais parler d'un énorme combat vraiment exceptionnel, même si la fin n'était pas celle qui était le plus escomptée. Je voulais parler du combat de Nabil Hanan contre Enahashi. Franchement, Nabil Hanan, les amis, si vous ne le connaissez pas, c'est un Thaïlandais algérien qui fait plus d'1m90 dans la catégorie des bantamweight, c'est-à-dire en moins de 61 kg. C'est un physique hors norme, exceptionnel pour la catégorie, très très grand, très grande allonge, mais bon, s'il ne savait pas boxer, j'ai envie de vous dire, bah, on en a un peu rien à foutre. Sauf qu'en fait, Nabil Hanan, il a une science du combat qui est vraiment exceptionnelle. Des énormes déplacements, une rapidité mais d'orfèvre, c'est-à-dire que vraiment tous ses middle, tous ses high kicks, toutes ses combinaisons arrivent très très rapidement, il arrive à faire des décalages, à revenir sur des middle, enfin c'est exceptionnel à voir. Et donc là ce combat face à Enahashi qui était un franco-marocain, vous avez l'opposition algérien-marocain. C'était vraiment très intéressant à voir, c'était un super combat. Énorme premier round de Hanan qui prend les 2 premiers rounds, hein, clairement. Le premier round, il met même un knockdown à Enahashi. Alors, le down a été compté de la part de l'arbitre. C'était peut-être plus une pousse qu'un knockdown. En tout cas, il est tombé suite à un coup. Donc, c'est vrai que bon, ça peut être compréhensible d'être compté comme un knockdown. Sur le deuxième combat, en fait, il n'y a pas grand chose à dire tellement c'est une masterclass de Nabil Hanan. C'est-à-dire que, comme je vous l'ai dit, il est tellement grand qu'il arrive à garder la distance. Dès que l'adversaire arrive sur lui, il arrive à décaler soit à droite, soit à gauche, de remiser sur un middle, sur un high kick. Hein, donc, middle, coup de pied au corps, high kick, coup de pied à la tête. Bras avant, bras arrière très rapide, des coups de genoux. Dès que l'adversaire essaye de se coller à lui ou de venir en crochet, bah, il est tellement grand que le coup de genou il arrive directement, c'est exceptionnel. Franchement, Nabil Hanan qui avait défait également Roteng, franchement c'est exceptionnel, hein. Nabil Hanan exceptionnel. Malheureusement sur le 3e round, Nabil Hanan a mis un coup de pied dans les parties intimes de Enahashi sans faire exprès, mais un énorme coup de pied dans les parties intimes et du coup le combat n'a pas repris. Ce n'est pas une disqualification puisque le coup est arrivé vraiment involontairement et seulement une fois. Donc ça aurait été un peu injuste de donner la victoire à Enahashi sur disqualification. Donc du coup c'est plutôt un no contest, hein, donc une égalité. Voilà, l'issue du combat est un peu décevante. Après, ça arrive, hein, c'est des choses qui arrivent malheureusement sur un combat. Il peut se passer des choses comme ça. C'était un combat en kickboxing, hein, c'était pas en MMA. Mais c'est vrai que je tenais à en parler. C'est comme, il me semble, la semaine prochaine. Ouais, il me semble que c'est la semaine prochaine où il va y avoir le combat de Saladin Parnasse contre Franck Petitjean et même une très belle carte de boxe anglaise qui est diffusée sur RMC Sport. Donc, bien sûr, on en parlera lors du prochain épisode de Fighters. En tout cas, franchement, beau week-end de MMA.
de sport de combat globalement, puisque bon, on a également eu One Friday Night comme toutes les semaines qui propose des combats vraiment très très intéressants. En tout cas, ouais, c'était vraiment très très chargé. Ce n'était pas des grosses cartes très hypantes, mais néanmoins, il y a eu des combats vraiment très intéressants. Je vous l'ai dit, le PFL Lyon, bah, n'empêche, il va être très intéressant, hein, puisqu'il arrive en décembre, il me semble. Donc on risque d'avoir Patrick Abirora, peut-être Doumbé, puisqu'il a l'air de dire qu'il va avoir une annonce. Peut-être Boris Atangana aussi, qui a dit qu'il allait venir. Enfin, en tout cas, ça va être une très très belle carte. Donc hâte de voir ça en décembre. En tout cas, les amis, bah, j'espère que cet épisode il vous a plu. Moi, je vous l'ai dit, hein, je ne rentre pas trop en détail dans les combats. J'essaye d'être assez concis, de dire ce que j'ai mis en prise de notes. Mais l'idéal, c'est que ce que je dis, ça parle à tout le monde. N'hésitez pas, hein, à me faire des petites requêtes, de me dire ce que vous aimez un peu moins dans ce podcast. Mon Instagram, pardon, c'est sami-h.a. Si vous avez des choses, vous avez envie de voir un peu mon compte, hein, parce que j'ai déjà fait des combats. Donc n'hésitez pas à passer un peu sur le compte si ça vous plaît. En tout cas, j'espère que cet épisode de Fighters, les amis, vous a plu. Et nous, on se dit à la semaine prochaine pour un nouvel épisode de Fighters.